Donc rebonjour à toutes et à tous, merci Jean-François pour cette présentation et ton invitation. Effectivement, c'est un grand plaisir pour moi de découvrir non seulement vous, mais aussi le lieu. Alors, donc l'angle que je vous propose, effectivement, c'est sur un sujet qui a priori n'était pas très couru, à savoir le lien entre la pensée politique, la pensée de Ricoeur en général et le politique en particulier. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, plus particulièrement pour une thèse, donc effectivement qui a donné lieu à publication, s'appelle Ricoeur politique, parce que justement, Ricoeur n'était pas identifié comme un auteur politique. Bon. Et l'angle que je vous propose, compte tenu effectivement de son époque, à savoir le XXe siècle qu'il qualifie de terrible XXe siècle, c'est la problématique comment passer des totalitarismes à ce que on pourrait appeler, il n'utilise pas l'expression, mais je pense que l'idée est présente, à ce qu'on pourrait appeler le réenchantement du monde, en allusion à l'expression célèbre de Max Weber, le sociologue allemand avec qui il est en dialogue assez souvent en fin de vie en particulier, l'expression de désenchantement du monde. Alors effectivement, l'œuvre, on l'a dit ce matin, Jean-François l'a détaillé amplement, l'œuvre de Ricoeur est considérable par son ampleur, par sa profondeur, par sa visée. Et les thèmes qu'on y trouve foisonnent au point qu'il est souvent difficile de cerner l'unité. Et qu'en fait, il y a tout un tas de... On parlait de trajectoires longues plutôt que de visions courtes. Effectivement, Ricoeur prend tout son temps pour développer des sujets qu'on dirait un peu périphériques, où on se demande quel est le lien avec le sujet précédent, et qu'est-ce qui se passe encore plus avec le bouquin suivant. Et à ce propos, d'ailleurs, Ricoeur explique que la matière de chaque bouquin lui est fournie par le reste, entre guillemets, du bouquin précédent. Alors c'est une forme de recyclage écologique, donc il n'y a pas de reste qui se perde, mais c'est aussi la preuve délibérée de sa part de montrer qu'aucun de ses livres ne fait une synthèse terminale. Il y a toujours un reste qui ne rentre pas dans les cases. Si c'est écologique, c'est pour ça qu'on a mis en vert, en fait. Non, c'est pas ça. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une pensée, il le dit quelque part, qui s'attache à critiquer le systématisme avec systématicité. Donc c'est extrêmement élaboré, extrêmement minutieux, progressif, parfois avec presque des suspens, quelque chose qu'il annonce, par exemple à la fin de sa thèse, dans les années 50, eh bien il va le prendre à bras le corps 30 ans ou 40 ans plus tard, et effectivement c'est comme un programme qu'il mène au long cours, petit à petit avec une grande mission, une grande patience, et donc les thèmes foisonnent, le langage, la liberté, la subjectivité, la volonté, l'espérance, etc., l'imagination. Et lui-même se confie en disant qu'il a peur souvent de se disperser. Par-dessus le marché, il assume délibérément ce qu'il appelle un style fragmentaire. Donc tout ça, ce sont des ensembles, mais qui ne forment pas, qui sont lacunaires, qui sont lagunaires, on pourrait dire. Voilà. Ce sont des sous-continents qui s'agencent difficilement. Voilà. Ça veut dire notamment de résister à la tentation d'une raison philosophique souveraine qui surplomberait les choses et dirait la vérité une fois pour toutes, avec un caractère de cohérence et d'unité. Il y a, je disais ce matin, les textes ne sont pas jointifs les uns par rapport aux autres. C'est aussi une façon de nous renvoyer, nous lecteurs, à nos responsabilités pour inventer les compléments. Et au cœur de tout ça, on pourrait dire, il y a quand même la question qui suis-je ? Qu'est-ce que l'homme ? Donc voilà, le devenir de l'humain, et de ce point de vue-là, il est, je dirais, tout à fait normal, tout à fait logique, compréhensible, que Ricoeur bute sur la question du politique. C'est par motif philosophique, et on peut donner plusieurs exemples de l'idée qui est la sienne, à savoir que, pour Ricoeur, le politique est l'une des toutes premières conditions qui rendent possible la condition humaine. 3 citations. C'est comme citoyens que nous devenons humains. Même idée dite autrement, l'humanité vient à l'homme par le moyen du politique. Ou de façon encore plus explicite, c'est politiquement que je suis libre.
Et on voit déjà en filigrane l'idée que c'est faire éclater un certain narcissisme subjectif qui pourrait se croire plus ou moins souverain et seul au monde, au mépris des conditions d'environnement, de contexte qui le rendent possible. Si on imagine tel que nous sommes aujourd'hui dans un État démocratique en paix, et si on compare avec la condition d'un Syrien, bon, les choses deviennent évidentes. Il est impossible de tenir la journée que nous avons aujourd'hui quand il fait la guerre civile, etc. et d'autres catastrophes qu'on peut imaginer. Bon. Autrement dit, la cité est une organisation raisonnable et sensée, et elle est à la fois une pédagogie. Et en fait, le projet qui anime Ricoeur à ce moment-là, donc c'est comment ce projet a-t-il pu se retourner en totalitarisme? Ça veut dire aussi que Ricoeur, de façon générale, pas seulement sur le politique, définit sa réflexion en rapport avec ce qu'il appelle la non-philosophie. La non-philosophie, c'est la réalité. C'est ce que nous vivons sans y penser. Et donc il y a une réflexion qui est celle du philosophe, qui consiste à prendre pour objet ce que la réalité lui tend, lui met sous le nez. Et donc ce n'est pas le philosophe qui va être souverain dans son cabinet, mais c'est le philosophe, homme de la cité, qui va prendre à bras le corps les questions du moment, en étant philosophe, c'est-à-dire en essayant de s'extraire de la temporalité du court terme. Et donc ce sera notamment une herméneutique, donc un art de l'interprétation pour arriver à trouver le discernement qui donne sens, qui donne perspective à la situation telle qu'elle apparaît pour le vulgum pecus. Et donc c'est là, interprétation sera toujours réinterprétation, puisque de fil en aiguille, nous ne sommes jamais au même endroit, époque après époque, et donc notre point de vue est nécessairement situé, et donc nous portons un point de vue différent de nos prédécesseurs, fût-ce sur la même chose. Donc au fur et à mesure que le temps se déroule, l'angle de vue évolue et donc la perspective change. Et donc nous sommes en perpétuelle réinterprétation. C'est exactement ce que Gabriel Marcel appelle la fidélité créatrice. Alors, pour en venir proprement aux politiques, il est intéressant de noter que Ricoeur opte à différentes reprises pour une même figure argumentative, qui est la figure du paradoxe. Une précision simplement de terme, c'est que politique a plusieurs sens. Et donc, il y a un premier sens qui est la politique, la conquête et l'exercice du pouvoir, la vie des partis, les campagnes électorales, les politiques suivies, etc. Bon. Ensuite, il y a le politique, c'est-à-dire le vivre ensemble, la cité. Et puis troisièmement, il y a les politiques, donc les réformes, les mesures, les transformations, comme on dit maintenant. Donc Ricoeur va s'intéresser de près aux politiques, le vivre ensemble, et à la politique, les conditions d'exercice et de conquête du pouvoir. Il ne prononcera jamais de diagnostic ou de recommandation trop précises en ce qui concerne les politiques, considérant qu'il n'est possible de penser que de manière située, et que donc le philosophe n'est pas un penseur extra-lucide qui pourrait dicter de loin ce qu'il convient aux acteurs qui sont eux en situation. Par contre, il va s'intéresser aux conditions de possibilité de. Vous voulez telle chose? Eh bien, voilà le sens des termes, voilà les conditions de cohérence, voilà les conditions de possibilité d'une délibération réussie. Mais par contre, il ne va pas donner la conclusion à la place, en lieu et place des acteurs eux-mêmes. Alors, premier sujet, c'est le mal, ce qu'on peut appeler avec lui le mal politique, c'est-à-dire les totalitarismes. Ce qu'on disait ce matin, c'est notamment sur la question du mal en général, c'est que Ricoeur insiste sur l'idée qu'il peut malheureusement exister un mal pour rien, un mal absurde, un mal qui ne soit pas la sanction de quelque chose. De façon générale, l'idée c'est à laquelle il s'oppose avec énergie, c'est l'arrière-fond qu'on peut avoir hérité des siècles d'une pensée de la rétribution, qu'un mal subi répliquerait à un mal commis. Et donc c'est en particulier Job
qui marque la crise de cette idée et qui est le dépassement d'une pensée de la rétribution s'agissant du mal. Et donc ce que propose Ricoeur en 85 dans l'essai auquel Jean-François faisait allusion tout à l'heure, l'essai sur le mal, un défi et la philosophie et la théologie, 1985, c'est juste après le suicide d'un de ses fils. Donc c'est pas par hasard que Ricoeur parle de mal à ce moment-là. Bon. Et donc ce qu'on voit clairement, c'est qu'il dit, il fait un immense, dans un texte très court, mais il fait un grand détour à travers différentes étapes, et en particulier en s'arrêtant sur les étapes spéculatives qui s'interrogent sur pourquoi le mal. Et finalement, il dit il faut renoncer à l'approche spéculative de la question du mal. C'est aussi l'histoire du bon grain et livré. Comment discerner ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et donc il dit c'est une pure spéculation vaine. L'important, c'est de considérer que le mal est ce qui ne doit pas être. Ce qui ne doit pas être. Et donc, en conséquence pratique, c'est je vais me battre contre le mal. Je vais faire en sorte qu'il ne survienne le moins possible. Il considère que le fait d'admettre qu'on ne sait pas a une vertu libérante. Ça nous dégage de cette préoccupation de la faute et ça nous engage à lutter, agir lucidement pour éviter que ça se passe ou que ça se reproduise. Alors on va voir ça, comment ça se traduit dans la pensée du politique selon la figure du paradoxe. Cette pensée du politique s'élabore là aussi au long cours, et on va voir qu'il y a 3 étapes successives qui sont 3 formulations d'un nouveau paradoxe politique. Les 3 figures s'ajoutent, elles ne s'annulent pas les unes les autres, mais elles se cumulent. La première formulation est en 157. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'article introductif à un dossier de la revue Esprit qui s'appelle les flammes de Budapest, parce que en octobre 56, en fait, je résume, en 1953, c'est la mort de Staline. Peu après, la Pologne essaye de se libérer du joug soviétique. Et il fait inattendu, un gouvernement réformiste est mis en place et le Kremlin laisse faire. Alors peu après, les Hongrois tentent leur chance. Et donc de même, ils mettent ils engagent des mesures dans le même sens. Pendant quelques jours, il ne se passe rien. Et puis finalement, les chars soviétiques investissent Budapest et on va dire, réprime violemment cette tentative. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va mettre Ricoeur dans une profonde colère, qui est en même temps, ça fait longtemps qu'il travaille sur la question du politique, mais on pourrait dire, dans le langage contemporain, c'est là qu'il fait son coming out, qu'il sort son point de vue sur le sujet, quoi. Et donc ça donne le paradoxe politique, titre de cet article qui paraît dans Esprit en 1957. Donc l'idée, c'est que de ce paradoxe, c'est que penser le politique consiste à le penser à la fois comme capable de la plus grande, ce qu'il appelle rationalité, et de la plus grande irrationalité. La rationalité, ça veut dire qu'il y a un sens, qu'il y a un horizon, qu'il y a une perspective. Et donc, Ricoeur l'illustre avec différents, c'est comme une galerie de portraits. Du côté du pôle politique rationnel, rationalité politique, on trouve Aristote, qui parle de l'éthique du vivre bien dans la cité. On trouve Rousseau et le contrat social. On trouve Hegel et la rationalité de l'État. Et donc des figures positives qui indiquent une orientation qui est en fait celle de l'humanisation de l'humain par le politique. Et puis de l'autre côté, l'irrationalité politique est incarnée par, alors en lieu et place d'Aristote, son homologue, son équivalent, ce sera Platon. Parce que Platon, c'est le philosophe qui a vu que Socrate, son maître, a été condamné à mort par la cité elle-même. Donc du coup, il incite à verrouiller les choses et à mettre en place un philosophe roi. Et donc non pas une démocratie. Ensuite, on va trouver les figures de Marx ou de Lénine ou de Machiavel qui illustrent un peu le côté sombre, le côté cynique ou le côté coupé de l'éthique du politique qui n'hésite pas à monopoliser la violence et à en faire usage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quel est l'enjeu ? Et Ricoeur, qui sort d'une réflexion de ce qui est celle de sa thèse sur la volonté, va mettre la focale sur cette notion de volonté politique. Et donc l'idée, c'est que la volonté politique, dont il dit l'État est volonté,
on peut caractériser l'État comme une volonté qui va trancher sur l'intérêt général. Et donc, le propre de la volonté est d'exposer et d'être exposé de façon exemplaire et par excellence en politique à ce que Ricoeur appelle la grandeur. La grandeur de cette volonté, la grandeur d'un projet. Ça peut s'illustrer en politique par des déclarations de l'homme et du citoyen, un objectif d'universalité, même y compris très concrètement, je ne sais pas si on prend la perspective en France, la perspective monumentale des Champs-Élysées qui mène depuis les Tuileries jusqu'à l'Arc de la Défense, on voit l'incarnation au fil des siècles et des politiques successifs, des gouvernements, même des régimes, s'incarner un idéal de grandeur. Bon. Et donc, Ricoeur dit, la politique par excellence est exposée à la grandeur, et elle est donc exposée à une pathologie de la grandeur, celle à laquelle on faisait allusion ce matin, à savoir que la rationalité peut déraper en irrationalité en voulant imposer cette grandeur. On pourrait dire que la grandeur est une variante du thème de la synthèse prématurée. Nous avons la vérité, nous avons l'idéal I majuscule et nous allons le mettre en œuvre. Et du coup, ce qui se présente comme une volonté bonne dérape en son contraire, pivote pour devenir prête à faire le mal au nom du bien. On pourrait dire que c'est une forme de dogmatisme. Dans un texte de la même époque, qui a priori n'a rien à voir avec le sujet, on trouve des éléments de réponse par rapport à ça. Donc ça, c'est-à-dire le dogmatisme. On peut dire, en un mot, qu'est-ce qui peut... Dans La critique et la conviction, qui est un texte beaucoup plus tardif de 95, Ricoeur revient sur le sujet. Il raconte qu'à cette époque, dans les années 50, on en parlait aussi ce matin, la plupart des intellectuels étaient communistes. Et donc Ricoeur et sa femme, dit-il, on avait plein d'amis qui venaient à la maison, on discutait de ça, et ils étaient consternés de voir qu'ils étaient inébranlables dans leur certitude. Et donc la question, c'est comment justement accepter d'être ébranlé. Et donc la proposition de Ricoeur par rapport au dogmatisme, c'est être disposé à s'exposer à l'événement. L'événement, c'est-à-dire ce qui fait événement. Donc c'est une façon d'assumer que ce qui vient de se produire ébranle mes convictions habituelles, change la donne, je ne peux pas continuer de penser comme avant. Il vient de se produire un événement, un inattendu, un imprévu, qui me frappe de stupeur et qui va me conduire à réaménager ce que je peux penser et dire sur le sujet. En fait, l'idée, c'est de sortir d'une conception de l'histoire selon nécessité, comme quelque chose d'une logique inébranlable qui se déroule inéluctablement, et d'introduire la notion de la contingence. Les choses sont plus compliquées qu'on ne croit. Je n'avais pas la réponse à tout. Et donc l'événement conduit à accepter cette donne nouvelle, imprévue, et essayer de surmonter la pathologie de l'espérance qui consistait à croire qu'on savait tout d'avance, on n'a plus qu'à espérer et à le mettre en œuvre de force. On peut remarquer au passage que la figure du paradoxe invite en ce sens. Le paradoxe, il le dit bien plus tard, Ricoeur, dans un texte de 2001, le paradoxe est une situation de pensée dans laquelle on a affaire à deux principes antagonistes, mais en fait, le choix est soit de les garder les deux, soit de les éliminer les deux. Donc il y a une impasse logique. Alors c'est une façon, dans l'intention chez Ricoeur, de surprendre, de dire mais oui, le politique c'est à la fois irrationnel et rationnel. Donc pour surprendre, mais aussi pour ne pas se complaire à des problématiques faciles, bien confortables, qui ne surprennent pas. Donc il faut envisager tout l'éventail de la réalité qui s'est présenté. Et donc qu'est-ce qu'on fait, y compris avec des contraires ? Et donc dans un troisième temps, ça veut dire finalement que d'un point de vue logique, la solution est absente, est impossible, mais que donc la solution ne sera que pratique. Ça veut dire en particulier que personne n'est propriétaire de la réponse.
il n'y aura pas ni un philosophe, ni un expert, ni un quelconque spécialiste qui pourra imposer, prétendre être détenteur de la réponse à ce paradoxe. Et c'est un appel à tous les protagonistes de contribuer à la réponse. Il y a un texte dans lequel Ricoeur s'appelle Le christianisme et le sens de l'histoire, des années 50, qui a été repris dans Histoire et Vérité, où on comprend mieux, en ce sens que il y a 3 plans que Ricoeur utilise souvent, qu'il trouve chez Kant, qui sont, il appelle ça pouvoir, avoir, pouvoir, valoir. Avoir, c'est l'économie, pouvoir, c'est le politique, et valoir, ce sont les valeurs, les représentations, la culture. Et dans ce texte-là, qui est de ce point de vue-là très éloquent, Ricoeur dit, dans le domaine de l'avoir auquel il annexe les techniques, choix qui peut être contesté. Hein. Bon, le marché n'est pas que la technique, bon, mais il le fait là. Probablement c'est logique à l'époque, dans la mesure où c'est l'époque du plan, et que tout ça, ce sont des choses qui s'organisent, qui se planifient. Et donc, pour lui, ce domaine-là est celui du progrès. Le progrès est un phénomène cumulatif. Il dit, dès que quelque chose est inventé, un outil, un équipement, un savoir-faire, c'est quelque chose qui va se trouver finalement livré au domaine public de l'humanité. Et même si on ne prend pas tout de suite à son compte à l'instant T, c'est à disposition et un jour ce sera repris. Bon. Et donc là, on cumule les inventions au rythme du progrès. Ça, c'est la caractéristique de l'avoir. Ensuite, dans le domaine du pouvoir, c'est-à-dire du politique, alors là, la caractéristique pour lui, c'est ce qu'il appelle l'ambiguïté. Ça veut dire qu'on est toujours sur le fil du rasoir. C'est toujours compliqué, c'est toujours opaque, c'est ambivalent. On peut être rationnel et pivoter dans l'irrationnel. Et ça se joue à pas grand-chose. Et puis, on parlait de cette thématique importante ce matin. Le 3e registre, donc le valoir, la culture, les représentations. Alors pour lui, c'est ce qu'il appelle le plan de l'espérance. Alors l'espérance, ça veut dire, ça n'est pas un savoir. C'est la distinction entre un savoir qu'on pourrait assimiler à croire que ce que je vois est vrai. C'est un distinguo qui fait dans Histoire et Vérité entre vision et visée. Je m'aperçois que quand je prononce le mot verre, tout le monde comprend un verre. Grand, petit, moyen, plein, vide, transparent, opaque, etc. On a la catégorie du verre complet. Mais en réalité, si on y réfléchit quelques instants, on se rend compte que personne n'a jamais pu voir un verre en entier. Parce que nous avons un point de vue qui est nécessairement, d'un point de vue optique, qui est situé. Donc nous avons un abord de ce verre d'un certain côté. En fait, il faut le faire tourner pour voir tous les côtés successivement. Mais simultanément les voir ensemble, on ne peut pas. Donc ça veut dire que notre vision, elle est étroite. Et donc on aurait tendance à croire qu'elle est complète, mais elle ne l'est pas. Et donc la différence entre vision et visée, c'est de s'apercevoir que ce que je vois est étroit et limité, ma vision, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une visée. C'est ce que je vise, c'est la globalité du verre. Mais je sais que ce n'est pas un savoir, ce n'est qu'une perspective, une espérance. J'espère que, et en particulier, ça nous induit directement dans la thématique de la délibération. On sait que mon point de vue est étroit et qu'il est insuffisant, et donc ça me rend d'autant plus curieux à tous les autres points de vue qui vont être complémentaires et qui nous permettront, par la délibération, d'approcher progressivement une vision plus complète. Alors là, donc voilà, je passe à la deuxième formulation du paradoxe politique, qui consiste en particulier à élargir le champ auquel s'intéresse Ricoeur, à l'élargir à la société. C'est-à-dire que la nouvelle formulation consiste à dire le politique est à la fois un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, c'est la dimension de pouvoir que l'État, que nos élus
exercent sur nous, citoyens. Une fois que nous sommes en démocratie, donc ils ont été démocratiquement élus, mais une fois qu'ils sont en mandat, l'État est détenteur du monopole de la violence, et donc tout ce qui se décide par nos représentants s'impose à nous, citoyens. Et donc ça ne se négocie pas, ça. C'est l'état de droit. Donc il y a cette dimension verticale de domination qui peut, si elle est seule, virer de bord et devenir despotisme. L'État va abuser comme de cette volonté qui se croit bonne et qui va risquer de déraper en son contraire et de nous imposer ce que eux pensent bon à notre place. Donc il faut l'autre axe qui est celui-là vertical, horizontal, pardon. Horizontal, ça veut dire, avec Hannah Arendt, on pourrait dire la première figure verticale, elle est personnifiée par exemple par Max Weber qui définit l'État par le monopole de détention de la violence légitime. Légitime, et donc on voit bien que ça suscite une question, est-ce que c'est vraiment légitime? Bon. En tout cas légalement oui, mais après il y a cette possibilité d'abus. Bon. Et donc le deuxième axe horizontal, ce sera le vouloir vivre ensemble dans la cité. La cité n'existe que pour autant que les membres de cette cité veuillent vivre ensemble. On le voit, sinon on fait un référendum sur l'indépendance et la réponse non passera oui, non comme en Nouvelle-Calédonie, mais oui. Et on voit qu'il y a des nations qui se délitent ou qui se séparent. Bon. Donc l'idée c'est que, à son tour, si le vouloir vivre ensemble, par ailleurs indispensable pour rééquilibrer le pouvoir vertical, était lui, pour sa part, livré à lui-même, il y aurait une difficulté sérieuse de maintien de la cohésion. On pourrait dire, à terme, ça a une tendance anarchisante. Ça va partir dans tous les sens. Donc il y a un certain maintien de l'ordre qui est utile par rapport et qu'assure l'axe vertical. Donc l'idée est inversement, il n'y a pas que du pouvoir de domination verticale. Si je prends l'exemple, Rigueur n'en parle pas, mais c'est bien l'équivalent. Qu'est-ce qui fait que le code de la route est respecté? C'est parce qu'il existe un minimum de consensus parmi les automobilistes et les usagers du domaine public pour circuler conformément à certaines règles, chacun sachant parfaitement que sinon c'est tout simplement pas possible. Donc le plus courant est que ça se fasse par un vouloir vivre ensemble sur le domaine public. Et de temps en temps, mais c'est l'exception, il faut faire intervenir la police pour rétablir l'ordre public. Mais on voit qu'en fait, ce qui tient véritablement en place l'axe vertical du pouvoir, c'est l'adhésion de la société civile. Et que le pouvoir, finalement, de contrainte de l'axe vertical est très fragile. On pourrait dire, c'est vraiment le vouloir vivre ensemble qui, le plus quart du temps, assure le bon exercice du pouvoir vertical. Et on pourrait dire plus largement que la perspective d'un régime démocratique, ce serait que le vouloir vivre horizontal, c'est ce qui émane de notre éthique démocratique. Nous faisons en pratique une certaine conception de notre coexistence. Et pour Ricoeur, la perspective serait qu'en démocratie, ce qui émane de l'axe horizontal du vivre ensemble donne une impulsion qui indique au pouvoir vertical l'orientation de son action. Alors, pendant les élections, mais le plus souvent possible pendant l'exercice du mandat. La difficulté, c'est que le vouloir vivre ensemble nous paraît tellement évident qu'on n'y pense plus. Et c'est quelque chose que dès la première formulation du paradoxe politique, Ricoeur met en exergue avec une expression très originale qui peut intriguer. Le vouloir vivre ensemble, il l'appelle l'oublier. En fait, c'est quelque chose, c'est comme l'air qu'on respire, c'est tellement physiologique, c'est tellement naturel qu'on l'oublie. Et ce n'est que dans la catastrophe qu'on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on voulait. Dans la guerre civile, dans le cataclysme quelconque, dans des grandes violences, dans une tragédie, le désordre règne, et on se dit, mais c'est pas ça qu'on veut. Et donc, tout d'un coup, par l'absence, émerge ce qu'on peut rendre présent par notre imagination, par notre mémoire, à savoir cet oublié qui est au fondement désiré
de la société et de la cité. Je signale au passage que ça veut dire implicitement, et l'idée sera explicite beaucoup plus tard chez Ricoeur, que la cité, pour lui, ne tient pas à des facteurs que négatifs. La peur des ennemis, la rareté des ressources. Non, il y a un fondement positif à la base du lien social. Et c'est ce qui nous est rappelé dans la débâcle. Et Ricoeur a vécu la défaite de 40. Quand tout se défait, il dit mais c'est pas ça du tout qu'on voulait. Bon. On pourrait dire, nous, de nos jours, le lendemain de l'attentat du Bataclan, on trouve 4 millions de Français dans les rues, que personne n'a convoqué comme ça au presse-bouton. Bon. Donc c'est évident que tout d'un coup, dans la défaite, quelque chose qui manque à ce moment-là de façon urgente se réémerge et actualise ce projet. Bon. Mais on voit combien c'est fragile. On peut dire, par parenthèse, que c'est probablement en référence à Heidegger que Ricoeur utilise cette expression d'oublier, justement, parce que l'idée se trouve chez Heidegger que ce qui nous est le plus familier, paradoxalement, nous est le plus caché. On n'y fait plus attention. C'est là, c'est normal, on n'y pense plus. Et donc justement, au passage, ça met le doigt sur... je parle dans mon propre lexique tout d'un coup, sur une forme d'ingratitude qui pourrait être la nôtre, de méconnaître que c'est grâce aux politiques que nous sommes là, quoi. Et de considérer que c'est tout simplement naturel. Naturel n'a pas de sens à ce moment-là. C'est-à-dire que la cité, c'est un artefact, c'est une volonté, c'est une institution, et il faut s'en occuper pour qu'elle perdure, quoi. Alors il y a un texte sur lequel je fais juste une allusion sur le thème qu'est-ce qui peut nous animer, nous inspirer par rapport à cette nécessité, enfin ce désir qui est le nôtre, de raviver, de réactualiser le sens du vivre ensemble. C'est un texte de 54, donc c'est même antérieur à la première forme du paradoxe politique. C'est un texte en fait qui est une lecture philosophique de la parabole du Samaritain, et qu'on trouve dans Histoire et Vérité. Donc ça s'appelle Le Socius et le prochain. Et donc l'idée c'est que, on connaît l'histoire, quelqu'un vient de se faire braquer par des gangsters et est en train de perdre son sang dans le fossé, passe à un homme de loi qui ne s'arrête pas, un homme d'église qui ne s'arrête pas davantage, et finalement celui qui s'arrête c'est le Samaritain, qui est la figure, je veux dire, le plus perdu des exilés, des rescapés venant de traverser la Méditerranée par ses moyens du bord, n'est pas à la cheville du degré de déréliction du Samaritain, et il est honni, quoi. Et en fait, le grand paradoxe, c'est que c'est lui qui s'arrête. Et donc l'idée en particulier, chez Ricoeur, c'est premièrement de dire, vous voyez, c'est possible, et donc ça inflige un démenti à deux idées qui actuellement s'entrechoquent. Donc on est dans les années 50, mais je pense que ça reste assez valable aujourd'hui. Ce serait, oh, vous savez, la vie moderne, maintenant c'est dur, hein. Donc chacun pour soi, c'est normal de ne pas s'arrêter parce qu'on a du boulot, quoi. Et c'est déjà bien quand on en a. Bon. Et donc l'idée, l'indifférence règne et c'est inéluctable par les temps qui courent. Et puis l'idée symétrique, ce serait de dire, presque la réaction à la première, ce serait de dire, on va se replier dans des petites communautés, entre nous, dans l'entre-soi, comme ça on se protège et on pense nos plaies et on ne s'occupe pas des autres. Et donc Ricoeur dit non, il faut tenir la critique de la relation courte par celle de la relation longue. C'est-à-dire qu'il faut critiquer l'entre-soi en considérant que c'est toujours trop étroit, que c'est notre tendance naturelle de nous replier sur nous-mêmes, de penser nos plaies, de perdre de vue, d'oublier la visée de la cité en tant que telle. Et inversement, il ne faut pas considérer que les institutions, y compris démocratiques, seraient forcément anonymes, froides, lointaines, parce que si c'est le cas, elles ont trahi leur mandat. Donc ça veut dire qu'il faut critiquer par les valeurs du proche les dérapages de ce qui est lointain, et critiquer par le lointain ce qui est proche. Donc ça, c'est d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue éthique et politique, ce sens critique. Après, il y a le sens pratique. Qu'est-ce qui fait que le Samaritain s'est arrêté? Alors là, il ne répond pas entièrement à la question, parce qu'il me semble que le deuxième volet, c'est par l'agapé, par amour.
Mais avant ça, il y a une condition préalable, et ça il ne le dira que beaucoup plus tard, Ricoeur, mais à ce stade, Ricoeur dit, le Samaritain ne s'est pas pris pour son rôle social, contrairement à l'homme d'église, à l'homme de loi, qui sont pris par leur rôle. Donc c'est une critique pour tous les rôles sociaux, de dire, si on se prend pour sa fonction, l'intersubjectivité est en mauvaise posture. Et inversement, qu'a-t-il fait le Samaritain? Ricoeur dit, il a inventé sa conduite. Donc il est sorti des normes, il a quitté les rails, il a inventé quelque chose qui n'était pas prévu d'avance. Et donc ça, Ricoeur mise sur la ressource de chacun de se comporter d'eux-mêmes, à savoir d'inventer ce qui n'existait pas. Et on retrouve par anticipation ce qu'on disait ce matin sur la dimension de créativité et même d'esthétique, que Ricoeur, comme par hasard, va étudier à partir de la métaphore vive, donc 20 ans plus tard. Donc le monde n'est pas fini, mais il existe en nous des ressources d'inventivité, mais à condition que nous nous en occupions là aussi. Que nous, non seulement qu'on s'autorise à quitter les rails de la norme et de la bien-pensance facile, et que deuxièmement, que nous soyons réceptifs à l'inventivité quand elle se manifeste. Et notamment, une des problématiques de cette métaphore, c'est, quand je dis, on y reviendra tout à l'heure, mais la métaphore, quand je dis par exemple surfer sur Internet, aujourd'hui c'est une métaphore morte, en ce sens que c'est devenu une expression très courante qui ne fait plus question. Je pense qu'elle est peut-être même dans le dictionnaire. Alors que la première fois que quelqu'un a dit surfer sur Internet, car il a bien fallu que ça se fasse comme ça, c'est quelqu'un qui établit un rapport entre deux champs qui sont complètement éloignés l'un de l'autre. D'un côté faire du surf, et de l'autre côté Internet. Et donc on pourrait dire, mais c'est une erreur. De façon très technique, Ricoeur dit, c'est une impertinence sémantique. Et la question, c'est que il a bien fallu que quelqu'un l'imagine, et que deuxièmement, quelqu'un l'entende et le reçoive. Donc c'est toute la question du rapport à la norme. Et donc c'est la question de la créativité et de la créativité en tant qu'écart, on pourrait dire déviation par rapport à une certaine norme. Et que donc la déviation, terme neutre, peut être prise comme une déviance. Donc est-ce que c'est une déviation neutre ou est-ce que c'est une déviance? Dans le domaine sémantique, ce sera largement tributaire de notre rapport à la langue, peut-être de notre rapport à ceux qui nous ont appris à parler, peut-être est-ce que nous avons été bons élèves à l'école et très sages, ou est-ce que nous avons été un peu subversifs, un peu turbulents, et donc c'est toute cette conformité qui peut virer au conformisme et qui est en question. Et pareil pour l'émetteur, pour l'inventeur, et on sait, en tirant le fil un peu plus loin, que si on prend quelqu'un comme Einstein, a été un grand inventeur qui a pris 20 ans à être compris. Parce que l'écart était tellement immense entre son invention ou sa découverte et les pratiques de savoir antérieures que personne ne comprenait. Donc c'est une métaphore aveuglante que personne ne peut comprendre avant petit à petit d'arriver à accommoder le regard pour y discerner du sens. Bon. Donc ça c'est par rapport à des éléments que je vous fournis qui sont dans l'implicite du socius et le prochain, dont Ricoeur dit, pour prendre quand même encore un dernier mot, sur le Samaritain, c'est que le Samaritain est de la catégorie de la non-catégorie. Et il faut se rappeler que la parabole elle-même, évidemment, est insérée dans un récit plus vaste, comme toutes les paraboles, la question de départ étant, question posée à Jésus, c'est quoi un prochain? Et donc, finalement, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est que c'est une conduite. Autrement dit, le docteur de la loi qui pose la question à Jésus attend une définition. C'est un juriste, donc il veut quelque chose de clair et net. Et la réponse est qu'il n'y a pas de réponse, à savoir, sinon, celle de l'inventivité. Donc on en est là. Et je vais en venir à la troisième formulation. Parce que, et on va voir que la troisième formulation mobilise les éléments qu'on a déjà mis en évidence là. La troisième formulation, donc la deuxième c'était en 90, c'est un peu tâtonnant. Le bouquin phare de l'époque pour la deuxième formulation, c'est Soi-même comme un autre, 1990, mais en fait il y a des textes un peu postérieurs, je pense à un en particulier en 92, où Ricoeur fait encore des petites rectifications, et donc on peut dater la deuxième formulation à 92 vraiment. Bon.
pour dire que c'est un travail permanent, c'est une pensée qui ne cesse qui n'est jamais en sommeil, bon. Qui pense jamais être arrivé à quelque chose de stable. Bon. Et donc la troisième formulation, on la trouve en 95 dans un livre d'entretien qui s'appelle La critique et la conviction. Alors, ces différentes étapes qui la préparent. Je prends un texte un peu antérieur, 92-93. C'est un commentaire, comme Ricoeur fait souvent, d'un autre livre, pas de lui. Donc il y a deux auteurs, Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui ont publié en 90 un livre qui s'appelle De la justification. Les économies de la grandeur, sous-titre. Et donc c'est une tentative d'un gros pavé sociologique qui tente de modéliser un peu la société moderne ou postmoderne telle que nous la connaissons. En fait, on pourrait dire, ils ne le disent pas, mais je pense que ça correspond, c'est une société post le théologico-politique constantinien, c'est-à-dire une espèce de conception totalement englobante de la cité qui est architecturée comme un tout cohérent. Donc le modèle inverse que proposent, que décrivent et qu'étudient Boltanski et Thévenot, c'est il n'y a pas une cité, il y en a plusieurs qui sont juxtaposées. C'est comme différents microcosmes. Donc il y a la cité marchande, tout ce qui se passe sur le marché. Il y a la cité industrielle. Il y a la cité inspirée. C'est peut-être le monde des ONG, de l'humanitaire, etc. Il y a la cité domestique. La cité domestique, c'est un monde un peu le monde du travail, mais paternaliste. Avec peut-être la famille régnante qui est propriétaire de la boîte, et puis tout le monde qui est un peu comme une grande famille autour, etc. Et puis, dans la collection, il y a une famille qui s'appelle la cité civique. Et dans ce texte-là, Ricoeur qui y va carrément, qui ne se cache pas derrière son petit doigt, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité logique? Et il dit la cité civique, on est toujours dedans, on est toujours citoyen. On ne cesse pas de l'être, sauf si on est banni de la citoyenneté. Donc en général, non. Mais inversement, il est vrai que on est vraiment citoyen quand on vote, quand on pétitionne, quand on fait la manif, quand on milite. Donc en fait, on est citoyen par intermittence. Et finalement, il dit, dans ces conditions, il n'est d'autre façon de rendre justice à la cité civique que de considérer qu'elle est et qu'elle n'est pas une cité comme les autres. Alors là, c'est une énigme. Et je trouve que c'est même un petit peu... Moi, quand j'ai découvert ça, parce que vraiment, c'était pas marqué nulle part, hein, c'est pas annoncé, il n'y a pas d'étiquette de fléchage ni rien. Et en fait, j'avais fait une lecture de l'ensemble des textes politiques chez Ricoeur une fois, puis une deuxième fois, et c'est au troisième coup que j'ai compris, c'est comme dans un polar. Parce que l'expression est et n'est pas, c'est l'expression que Ricoeur utilise 20 ans avant à propos de la métaphore vive. Pour dire la métaphore vive est et n'est pas une erreur. Et donc, pour qu'il soit possible de comprendre que c'est est et n'est pas compatible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et il l'explicite très incidemment Ricoeur, tout à fait par ailleurs, ça fait appel à notre imagination. Le seul lieu dans lequel, donc Aristote, principe de non-contradiction, il faut qu'une porte soit ouverte ou bien qu'elle soit fermée, mais elle ne peut pas être les deux à la fois. Ce qui est vrai n'est pas faux, enfin, etc. Et donc l'idée, c'est que développe Ricoeur, de façon très discrète, mais absolument constante, c'est que l'imagination, c'est ce qui dépasse, ce qui défie le principe de non-contradiction. Il est possible dans nos rêves que la porte soit à la fois ouverte et fermée. Et il est possible dans notre imaginaire qu'on soit et on ne soit pas dans la cité civique. Alors, la problématique concrète dans laquelle ça prend place, et qui est à mon avis la plus contemporaine pour nous, par rapport aux trois paradoxes politiques, c'est de considérer donc la formulation elle-même du paradoxe en question. Ricoeur dit, le politique est à la fois englobant et englobé.
englobant, ça veut dire la cité que nous habitons en permanence. Elle englobe toutes les autres sphères. Nous sommes toujours, dans la cité C majuscule, nous sommes toujours citoyens. Nous sommes toujours dans le politique. On n'est pas dans la politique, mais on est dans le politique. Et englober, ça veut dire, oui, l'activité politique fait partie de plein d'autres activités. Faire du marché, être en famille, faire du sport, partir en vacances, que sais-je. Bon. Et donc tout ça est juxtaposé dans le politique. Et la politique n'est qu'une activité qui a à voir avec le politique parmi bien d'autres. Et donc l'enjeu, c'est de dire comment agir là où nous sommes, fût-ce dans un registre qui n'a pas de lien direct avec la politique, de telle façon qu'on n'oublie pas que nous sommes partie prenante aux politiques qui nous englobent et dont nous ne sortons jamais, si ce n'est par indifférence. Autrement dit, ce serait comment entretenir la flamme du sens civique. Et en 1995, Ricoeur va un peu plus loin en disant, en prônant le sens de la fraternité. Le sens de la fraternité, ce serait être capable en imagination de considérer que l'autre, que je ne connais pas peut-être, exactement comme le Samaritain, l'inconnu, le pécan de base, le kidam, est-ce que je suis capable de le considérer comme mon frère? Et donc là, ça se passe en imagination. Et indice, tout d'un coup, quand on a ça en tête, on se rend compte que le bouquin tellement important en précédent, de chez Ricoeur, c'est soi-même comme un autre. Et donc on se rend compte, donc c'est ça, ça veut dire, est-ce que je suis capable de considérer l'autre comme un soi-même, et moi-même comme un autre? C'est ce que les philosophes ils appellent l'analogie de l'ego. On trouve ça chez Husserl. Donc ça veut dire, est-ce que je suis capable de me décentrer pour considérer que l'autre est également important que moi, et réciproquement. Moi, je ne suis ni plus ni moins important que les autres. Et à partir de là, non seulement il y a égalité, mais il y aurait fraternité. Et donc l'idée, c'est qu'en imagination, c'est la proposition de Ricoeur, le paradoxe de l'englobant-englobé peut être dépassé en considérant l'autre comme un soi-même, et plus qu'un soi-même, un frère, quoi, ou une sœur. Alors ça nous amène au dialogue avec Max Weber. C'est-à-dire que bon, chez Max Weber, il y a la fameuse expression de désenchantement du monde. Donc ça a un premier sens, c'est un sens qui est technique, qui est d'histoire des religions, c'est renoncer à la magie. Bon. Et donc il date ça des premiers temps de l'hébraïsme en disant voilà, les pratiques des premières générations dans le peuple juif ont consisté à se défaire des pratiques de magie. Bon, et donc c'est le monothéisme qui s'oppose à l'animisme. Bon. Et donc il y a ce sens-là, mais il y a aussi un deuxième sens, beaucoup plus général, et que Max Weber applique à la cité contemporaine, c'est de considérer que la rationalité, la bureaucratisation, le marché, la technique sont des démarches qui sont en train de vider de son charme la vie en société. Et de rendre justement l'anonymat, dont par ailleurs Ricoeur parlait à propos de la parabole du Samaritain. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui est en train de se faire rendre plus anonyme, plus désert, déshumanisé et comment... Alors, donc, on sait que chez Max Weber, c'est une fascination très compliquée. À la fois, il est tellement admiratif de la rationalisation qu'il observe en particulier par rapport à l'État, ou ce qu'il a identifié dans l'état d'esprit du capitalisme, et l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire cette rationalité telle qu'il l'analyse chez le puritain du XVIIe, et qui va donner la démarche cumulative qui fait le capitalisme. Donc il dit on a toujours eu des marchands, toujours eu des banquiers, mais comment ça se fait que tout d'un coup au XVIIe, il y a comme une espèce de discipline qui se met en place, personne ne force personne, et pourtant il y a une rigueur qui va donner lieu à l'accumulation capitalistique. Bon. Et donc d'un côté, donc ça c'est par rapport au marché, mais on trouve aussi comment se fait-il que tout d'un coup l'État moderne rationalise, organise, planifie, etc.
Et donc, d'un côté, ça le fascine, et de l'autre côté, ça le désespère. Et c'est la filiation par rapport qui est la sienne avec Nietzsche. Il dit, mais c'est absolument nihiliste tout ça, il n'y a plus de sens. On est en train d'évacuer le sens. Et donc lui, le paradoxe, à l'époque de la montée du nazisme, donc au début du XXe, c'est que on connaît les trois charismes, les types de légitimité auxquels il se réfère. La légitimité pour le politique, il y a une façon de se légitimer, c'est par la tradition, ou c'est par la rationalité, ou c'est par le charisme. Et le plus fort que le Roquefort, si j'ose dire, c'est que Max Weber, en tant que personnellement, il est partisan du pouvoir charismatique. Parce qu'il estime que la tradition s'est dépassée, mais que la rationalité, ça mène au non-sens. Donc voilà, et on voit qu'il y a finalement différents textes, surtout à la fin de la vie de Ricoeur, dans lesquels il est en dialogue avec Max Weber, que ce soit de façon explicite ou de façon implicite. Et il me semble qu'il y a un pessimisme foncier chez Max Weber par rapport à ça. Donc c'est inéluctable, on va au pire. Enfin, il ne va pas être aussi déterministe que ça. Mais enfin, il y a un profond pessimisme. Et je pense, même si Ricoeur ne le dit pas dans ces mots-là, que en tout cas, la thématique de la métaphore vive, et plus largement de l'imagination, qui traverse vraiment quantité de ses travaux, est une façon de nous indiquer, en tant que lecteurs, que nous avons une ressource cachée qui s'appelle l'imagination. Et qu'il ne tient qu'à nous. On pourrait dire, la métaphore vive, ça se passe délibérément dans la sphère du langage. Le langage, dans l'anthropologie de Ricoeur, on pourrait aller beaucoup plus bas. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Et de commencer à s'intéresser aux atomes, aux molécules, à la chimie, que sais-je. Ricoeur n'y va pas. Il dit, ce qui nous caractérise, et après je ne sais pas, c'est le langage. Donc c'est pour ça qu'il porte son attention sur la métaphore vive et sur le récit dans d'autres travaux. Et quand il parle du langage, il dit le langage c'est quoi? C'est l'ensemble des choses déjà dites. Ni plus ni moins. Ce qui veut dire implicitement que le langage futur, ça inclut les choses qui n'ont pas encore été dites. Et par ailleurs, il a beaucoup d'insistance chez lui toujours par rapport au langage en tant qu'institution. Nous sommes, en tant que locuteurs, les garants de l'institution du langage. Il deviendra ce que nous en ferons. Exactement identique que pour la démocratie, tout repose sur l'épaule des citoyens. La démocratie n'existe que pour autant qu'il y ait des démocrates, et la démocratie deviendra ce que nous en ferons. En revanche, donc on va dire que c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une ressource que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes potentiellement imaginatifs. Et à partir de là, l'histoire n'est pas finie. Et on pourrait dire, et en gros j'en terminerai par là à ce stade, il y a une conception, je crois que c'est au tout début de sa thèse en fait, que Ricoeur montre ça, enfin à la fin de sa thèse dans les années 50. Il y a une conception du monde qui est pessimiste, c'est la conception stoïcienne. On prend le monde tel qu'il est, mais en fait, l'idéal secret du stoïcisme, ce serait de s'extraire du monde, de s'extraire de la mêlée, et de considérer que, bon, c'est comme la fable de La Fontaine, ils sont trop verts et vont pour des goujats. Plutôt que de s'étriper ou de s'exaspérer de ne pas avoir accès à des raisins, parce qu'ils sont trop hauts, on va dire finalement, ils sont trop verts et bons pour des goujats, et donc je m'en passe. Donc c'est une façon d'oblitérer sa propre humanité pour survivre, mais en s'extrayant de cette condition humaine, en étant soi-disant un peu supérieur, en relativisant la condition humaine. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a l'inverse. Ce serait ce que Ricoeur appelle l'orphisme, c'est-à-dire de dire oui à tout. Le monde est merveilleux, le monde est enchanté. Donc d'un côté, quelqu'un dit non, trop vite non, et de l'autre côté, quelqu'un dit oui, trop vite oui. Et on pourrait dire Ricoeur, il dit oui mais. Il parle de consentement, mais il y a l'espérance. Consentir à ce que nous sommes, mais en espérant que. Ça veut dire que le monde n'est pas terminé, l'histoire n'est pas finie, et notre responsabilité est avant toute chose d'être capable d'imaginer ce qui sera la suite. Voilà, je vous remercie.
Bien, ben merci Pierre-Olivier pour ce travail. Vous voyez, Ricoeur, c'est vraiment quelqu'un qui est un orfèvre et qui revient sans cesse de façon un peu rhapsodique sur un certain nombre de thèmes. Donc ça nécessite vraiment, pour rentrer dans sa pensée, là tu l'as fait sur un corpus quand même assez étendu, de bien connaître les textes de Ricoeur, de rentrer dans ce qu'on appelle en termes un peu techniques un procès d'intercohérence. Quel déplacement, quel glissement. Alors certains diront peut-être c'est pas original finalement Ricoeur. Ben si, c'est original, parce que c'est très précis. Hein. Et si aujourd'hui c'est un peu une voie moyenne pour nous autres, pour la philosophie en tout cas, hein, c'est parce que ça a été pensé sur le fond. Donc souvent, nous sommes assez ricoeuriens sans le savoir, en cherchant aussi un peu cet équilibre, en cherchant cette justesse, en cherchant à vivre aussi peut-être jamais non plus en sommeil, hein, comme tu l'as dit, donc reprendre sans cesse, remettre sur le métier ce qui nous fonde. Et chacun des thèmes que tu as abordés aurait pu être aussi développé. Hein. Philosophe de la délibération. Combien c'est important aujourd'hui qu'on apprenne à dialoguer, à délibérer, à prendre des décisions ensemble. Tous les comités d'éthique que vous connaissez et autres sont nés de ça, hein, de cette pratique-là, hein, du moins de cette orientation-là. Bon, autre chose aussi, mais je ne vais pas commenter tout. Hein. Bon, vous voyez, on l'a dit ce matin, un philosophe qui a traversé le siècle, hein, donc qui a dû s'affronter à la question du totalitarisme. Comment est-ce que les démocraties faiblissent, mollissent, etc., se font kidnapper, avec une intention très très forte chez lui sur la responsabilité, hein, de ce que nous faisons et ce que nous disons. Hein, dans la petite éthique de Ricoeur, hein, ce qu'on appelle la petite éthique, la recherche de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes, avec et pour les autres dans des institutions justes, j'attire votre attention sur l'institution. C'est pas l'institution au sens il faut des bonnes institutions juridiques, politiques et autres, c'est le langage. Ricoeur dit nous portons la responsabilité de ce que nous disons. Hein, Camus dit un peu la même chose. Hein, mal dire les choses, c'est participer au malheur du monde. Hein. Vous voyez donc la grande précision, hein, d'Orfèvre, l'intérêt chez lui d'articuler le vertical et l'horizontal. Hein, on y viendra avec Macron, il y a une recherche de verticalité, mais en même temps on est rattrapé par l'horizontalité. Hein, bon, on va bien déterminer quand même des conditions de vivre ensemble, hein, pas simplement être dans une forme de transcendance qui parfois se mord un peu la queue, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, mais je préférerais plutôt que vous posiez un peu les questions, comment ça résonne aussi chez vous, cette philosophie-là, qui est biblique. Hein. Vous voyez le nombre de références bibliques qu'il y a derrière aussi, hein, donc qui est imprégné de l'Évangile, hein, mais qui ne cherche pas uniquement à être une philosophie évangélique, hein, bien entendu.